Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce talk sur Zero Downtime sur Kubernetes. Je m'appelle Nicolas Frankel. Cette année, c'est ma 20e année en IT. Pendant très très longtemps, j'ai été développeur. Je pense encore que je suis un développeur. Mais mon titre officiel depuis 2 ans, c'est Developer Advocate. La première question qu'on peut se poser sur ce talk, c'est pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser au Zero Downtime ? Comme je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que je travaille et naturellement, ce qu'on a toujours fait quand on a besoin de déployer une nouvelle version d'une application, si c'est une application interne, on envoie un mail aux utilisateurs en disant désolé, de telle heure à telle heure ou de telle date à telle date, l'application XYZ ne sera pas disponible. Et si c'est une application publique externe, dans ce cas-là, on bidouille un petit peu le proxy, on affiche une page statique, on dit pendant telle plage horaire ou pendant cette durée, l'application ne serait pas disponible. Pendant ce temps, on fait notre déploiement. Quand c'est fini, on redirige le proxy depuis la page statique vers site dynamique. Malheureusement, ça fonctionne. Alors déjà pas toujours très bien, parce que souvent on estime mal la durée que va prendre le déploiement, mais ça c'est un autre problème. Malheureusement, cette pratique est vraiment pas très adaptée aujourd'hui. Et il y a 2 grosses raisons pour ça. La première raison, j'aime bien cet exemple un peu tarte à la crème. Vous avez un site d'e-commerce. Si votre site est down, vous ne vendez pas. Et que votre site soit down de manière planifiée ou non planifiée. Du coup, le métier, lui, ça contredit un petit peu ses objectifs, qui est de vendre à tout prix tout le temps. Donc, il y a un coût direct sur votre métier. Après, il peut y avoir aussi un coût indirect, c'est le coût en réputation, ou que vos utilisateurs vont prendre l'habitude d'aller sur un autre site, si vous avez trop souvent un site qui est down. La deuxième raison, qui est beaucoup plus insidieuse, c'est quand je vous parlais juste avant de la page statique, la plupart des utilisateurs, en fait, n'ont pas cette culture informatique, et à ce titre, pour eux, une utilisation, elle est toujours up. Et pourquoi elle est toujours up ? Parce que les sites qu'ils utilisent, Amazon, Google, Facebook, n'importe quoi, sont toujours up. Ces sites ne proposent pas de downtime. Et à ce titre, pour eux, si vous leur affichez une page statique, ils vont pas comprendre ce qui se passe réellement. Du coup, ces attentes utilisateurs vont naturellement déborder sur votre métier. Donc si je vous parle de Zero Downtime, le cas classique, la solution, je dirais, initiale, c'est le Blue Green Deployment. Le Blue Green Deployment, vous avez 2 environnements, un blue, un green. Très important, ce sont exactement les mêmes environnements, donc les mêmes dimensionnements, tout pareil. Et à un moment T, on considère que le bleu est l'environnement de production, donc en front, vous avez un méga load balancer qui va envoyer toutes vos requêtes vers l'environnement bleu. Cet environnement bleu comprend un web server, un serveur d'application, une base de données, enfin tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de votre application. Et puis à un moment, on va dire, on veut déployer une nouvelle version, et dans ce cas-là, on va déployer ces nouvelles versions dans l'environnement vert. Donc on peut prendre le temps qu'on veut, les utilisateurs, en fait, n'ont pas conscience de cet environnement-là. Et puis quand on considère que l'environnement vert est prêt à recevoir des requêtes, on va dire, allez, c'est parti. Et à ce moment-là, les utilisateurs vont être basculés vers l'environnement vert, qui lui est prêt à recevoir les requêtes. Et puis, si vous devez refaire un nouveau déploiement, vous utilisez l'environnement bleu, etc. Donc, il n'y a pas d'environnement prod et pré-prod dédié. Il y a un environnement vert et un environnement bleu. Et on fait passer la prod et la pré-prod de l'un à l'autre en fonction des besoins. Il y a une alternative à ce Blue-Green Deployment. Ici, on peut voir que j'utilise 2 bases de données différentes. On peut utiliser une seule base de données. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Et c'est potentiellement une bonne solution. En tout cas, je pensais que c'était avant une bonne solution. Et en fait,
on se rend compte, en se creusant un petit peu la tête, que le Blue Green Deployment pose deux problèmes. Et ces deux problèmes sont tous les deux liés à l'état. Donc la première chose, c'est on aimerait bien, et d'ailleurs tout est fait pour que nos workloads soient sans état. Malheureusement, la plupart le sont. Par exemple, dans des web applications, on va devoir garder l'état en session. Alors, on a la base de données, on a la session, on a les cookies. Généralement, on va essayer de faire dans la base de données ou mettre des choses dans des cookies. Mais il peut y avoir des cas d'utilisation. Je reviens à mon site e-commerce. Par exemple, le carte, on va pas le stocker en base de données parce que potentiellement, ça peut créer des temps de latence trop importants. On va plutôt le stocker en session. Donc, la session utilisateur est utilisée. Et puis, l'autre état qui est énorme, c'est la base de données. Et donc sur Kubernetes, vous avez plein de tutoriels sur le net qui vous disent « Eh, mais regardez, Kubernetes gère le zero downtime, donc on a 3 pods en version 1.0, on a la notion de deployment et de rolling updates, et puis donc on va dire « Eh, maintenant on veut déployer la version 2.0, et en fonction des configurations de notre YAML, Kubernetes va naturellement changer la version du premier pod, ou plutôt il va tuer un pod et puis en monter un autre, ou en fonction de la configuration que vous avez faite, d'abord monter un autre pod et puis après tuer l'autre. Mais en gros, au bout d'un certain temps, tous nos pods vont être des pods 2.0, et regardez, Kubernetes a résolu le problème. En fait, Kubernetes ne résout aucun problème. Lui, ce qu'il gère, c'est toujours la même chose, il gère les pods sans état. Et effectivement, c'est pas vraiment compliqué. Tout ce que fait Kubernetes, en fait, vous pourriez le faire à la main. Je recommence. Notre problème, il est lié à l'état. Donc, au niveau de la session, en fait, c'est une problématique qui a déjà, à mon avis, été résolue depuis très très longtemps. Et pour la simple et bonne raison que quand vous stockez des choses en session et que votre nœud tombe, si vous repartez sur un autre nœud, vraisemblablement, vous repartez de zéro. Et je parlais du cart d'e-commerce juste avant. Si votre utilisateur, il revient avec une nouvelle requête et il s'aperçoit que son panier est vide, vraisemblablement, vous avez au moins perdu une vente, la vente actuelle, et sinon votre utilisateur. Moi, personnellement, j'ai envie de remettre tout mon panier, tout ce que j'avais dans mon panier de nouveau. Donc depuis longtemps, ce qu'on fait, on fait de la réplication de session entre les nœuds des serveurs applicatifs. Du coup, quand vous mettez quelque chose dans votre panier sur un nœud A, la session du nœud B, elle a la même chose. Ça coûte un petit peu plus, forcément, il y a de la réplication de session, peut-être que le nœud B ne sera jamais utilisé, mais ça permet d'éviter ce genre de problème. Et puis, il y a la base de données. Alors ça, la base de données, c'est un problème qui n'a pas vraiment été résolu, et c'est celui que je voudrais aborder dans cette session. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on veut faire du Blue Green Deployment, on a plusieurs options. Utiliser deux bases de données, une base de données Blue, une base de données Green, ou conserver la même. Et donc, le problème quand on a deux bases de données, c'est qu'on va devoir migrer des données. Et ça peut prendre un certain temps en fonction du nombre de records que vous avez dans la base de données bleue. Du coup, l'option la plus simple, c'est de garder la même base de données. Et il y a quelques années, je me suis intéressé à ce problème, et c'est l'option que je proposais, et qui me semblait tout à fait logique. Par contre, forcément, cette approche ne vient pas sans encombre. Et la première encombre vient du fait que, vraisemblablement, à certains moments, pas toujours, mais à certains moments du cycle de vie de votre application, vous allez devoir changer votre schéma de base de données. Et donc, votre application, maintenant, va devoir gérer deux versions du schéma de base de données et deux versions qui ne sont pas vraiment compatibles entre elles. Donc, je reprends mon petit schéma de tout à l'heure avec mes nœuds Kubernetes. Et puis, maintenant, cette fois, je rajoute la vraie vie, je rajoute le nœud de base de données. Pardon, le pod de base de données. Du coup, maintenant, quand je fais mon rolling upgrade, ça change un petit peu les choses. Alors, voilà ce que ça donne. Je
bascule mon premier pod, en version 2.0, je bascule ma base de données en version 2.0, et mes pods précédents, ils savent plus gérer la version 2.0, ils l'ont jamais su d'ailleurs, ils savent même pas ce que c'est, et ça éclate. Du coup, c'est pas vraiment super bien. Donc on peut se dire, ok, on va changer notre fusil d'épaule, et on va faire nos rolling upgrades de manière un petit peu différente. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire migrer les pods applicatifs pour qu'ils soient capables de gérer la version 1.0 et la version 2.0. Donc faisons-le. Donc la version 2.0, elle sait gérer le schéma applicatif 1.0. Maintenant, on a changé tous nos pods en 2.0. Maintenant, c'est le moment de changer la base de données. C'est fait et tout fonctionne bien. Alors tout fonctionne bien jusqu'au moment où on se rend compte que on n'a pas vraiment obtenu ce qu'on voulait, ou il y a un bug, et il faut faire un rollback. Et quand on veut faire un rollback dans ces conditions, on est obligé de revenir à la version 1.0, sauf que le pod de base de données, il est en 2.0, et la version 1.0 applicative ne sait pas gérer la version 2.0 du pod. Bref, ça marche pas très bien. Prenons un exemple concret. Imaginons que, je reprends mon exemple de l'e-commerce, je suis désolé, j'ai beaucoup travaillé dans l'e-commerce, du coup, pour moi, c'est ce qui me vient naturellement. J'ai 3 tables. J'ai une table customer, classique. Un customer peut avoir plusieurs cart lines classiques, et chaque cart line a un product. Ok, ça c'est mon schéma initial, tout va bien. Et puis mon application, elle grandit, elle grossit, mon métier devient un succès, il y a plein de gens qui l'utilisent. Et donc, j'ai le métier qui vient me voir avec un nouveau requirement. Et ce nouveau requirement, c'est le suivant, c'est... On se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui abandonnent leurs commandes en cours. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est conserver le contenu de leur carte, ce qu'on faisait. Et au bout d'un certain temps, quand on considère que la personne est partie, par exemple au bout d'une journée, on va vérifier le contenu du carte, et puis on va envoyer un email à ce moment-là pour dire à la personne « Et vous avez oublié de commander, vous aviez ça dans votre panier, revenez et on vous fait une promotion de 10, 20, 30%. » Bon, c'est de l'e-commerce, il faut vendre. Ok ? Donc, vous, ça vous semble pas forcément déconnant. En tout cas, le besoin métier est pertinent. Donc, on va se remettre à notre conception, on va revenir sur notre planche à dessin et en fait, on va introduire une entité qu'on n'avait pas avant, qui est l'entité carte. Et l'entité carte, elle a l'attribut lastModified. Ok ? Donc, entre la table customer et la table cart line, on va juste introduire une nouvelle table qui s'appelle carte. Donc, au niveau métier, ça fait du sens, mais maintenant, il va falloir faire évoluer notre schéma depuis le schéma où on avait juste customer et cart line pour introduire cette table carte en plein milieu. Et ça, c'est un breaking change. Ça marche pas comme ça. Du coup, comment est-ce qu'on peut gérer ça quand on veut faire un zero downtime deployment? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter ce changement qui est breaking en une série de petites étapes qui sont compatibles entre elles 2 à 2. Et ça va vous permettre de faire du rollback si nécessaire. Donc, comment est-ce qu'on peut décomposer? Donc, dans l'exemple que j'ai pris, dans ma première grande étape, on va créer la table carte. L'application va continuer d'utiliser la table customer et la table cart line et faire comme si la table carte n'existait pas. Et à chaque fois qu'on va faire des modifications sur les cart lines, on va modifier la table carte. Donc par exemple, à chaque fois qu'on va insérer ou supprimer des cart lines, on va modifier le lastModified timestamp du carte. Donc il y a un trigger, qui soit au milieu de la base de données, qui soit dans le code applicatif, c'est pas le plus important. L'important, c'est que quand il y a des modifications qui se font sur l'ancien schéma, elles sont répliquées, ou en tout cas, elles sont répliquées et transformées dans le nouveau schéma. Si à ce moment-là, on doit faire un rollback, on a conservé notre ancien schéma, on a conservé notre source de vérité dans l'ancien schéma, l'application n'a jamais eu connaissance de la table carte, du coup, tout va bien. Maintenant, ça marche bien, on a stabilisé la situation, donc on va déployer
la deuxième étape. La deuxième étape, c'est maintenant la table carte devient la source de vérité. Donc c'est sur elle qu'on va faire les modifications. Et maintenant, on va répliquer les modifications si nécessaire dans les autres tables. Si on doit faire un rollback à ce moment-là, comme les modifications ont été répliquées dans les autres tables, l'application va utiliser les autres tables comme dans la version précédente, tout va bien. Dans cette étape-là, l'application utilise le nouveau schéma, et si on veut continuer, on peut continuer. Et donc, la troisième étape, et c'est celle qui pose problème, c'est qu'on va devoir migrer les lignes de données qui n'ont pas été touchées. Je m'explique. Au moment de votre migration, il y a peut-être des cartes qui ont déjà été créées. Or, ce que je vous explique là, ça marche bien quand le carte il est en train d'être modifié. Si le carte il est at rest, s'il n'y a aucune interaction avec lui, en fait, il va falloir le migrer à un moment. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va le prévoir. Et finalement, on a la phase de clean-up. Donc, cette approche que je préconisais il y a quelques années, et dont ma conclusion c'était « c'est compliqué », elle a plusieurs problèmes. Alors déjà, à chaque fois que vous allez devoir faire un changement, vous allez devoir déterminer si le changement il est breaking ou non-breaking, et s'il est breaking, il y a beaucoup de chances qu'il le soit, on ne va pas se le cacher. On va devoir à chaque fois faire cette décomposition d'étapes. Deuxième problème, et à mon avis c'est un gros problème, une fois que vous avez engagé une telle migration, vous êtes obligé de la finir. C'est-à-dire que vous pouvez faire un rollback d'un step, mais vous ne pouvez pas faire un rollback de 2 steps. Vous ne pouvez pas dire « Ah, j'arrête la migration, je reviens à tout mon état initial ». Non, vous avez commencé la migration, donc à part si vous êtes dans l'étape 1, forcément. Une fois que vous avez commencé la migration, c'est fini, vous êtes obligé de la finir. Ou alors de vous prendre vraiment beaucoup la tête pour savoir comment revenir à l'état initial. Troisième problème, gros problème encore, tous les métiers, au sens IT du terme, sont impliqués. C'est-à-dire que vos devs, ils vont devoir faire ces steps dans le code. Vos DBA, ils vont devoir faire ces steps dans leurs exécutions de modification de schéma de base de données. Les ops vont devoir coordonner tout ça et vérifier qu'il n'y a pas de régression. Enfin, ça nécessite beaucoup d'organisation. Et on parle de une seule modification. Si en plus, vous devez faire ce type de démarche sur 2, 3, 5 modifications en parallèle, ça devient vite impossible. Et, à mon avis, le clou dans le cercueil final, c'est, de toute manière, comme je l'ai dit, à un moment, vous allez devoir migrer les données qui n'ont pas été touchées. Dans le cas de mes cartes, c'est pas forcément un problème. Dans certains autres cas, vous allez devoir migrer des millions de lignes de données qui n'ont pas été touchées pendant votre migration. Et ça peut prendre du temps. Et qu'est-ce qui se passe si à ce moment-là, un utilisateur décide d'utiliser une des lignes de données? Bref, c'est... À cette époque-là, quand j'avais cette approche, je disais vraisemblablement, c'est pas vraiment une bonne idée, évaluer vraiment l'intérêt d'avoir ce type d'approche. Depuis, j'ai de nouveaux outils à disposition et j'ai une autre proposition. Vu qu'on est obligé de faire de la migration de données de toute manière, le but c'est, ok, alors, vu qu'on va faire oublier la migration de données, alors avoir 2 bases de données, c'est pas déconnant, et acceptons-la. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter la migration de données, non pas via un batch, via un schedule ou etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du change data capture. Je reviendrai juste après, et via un stream, un flux continu de je lis depuis la base de données source et j'écris dans la base de données cible. De cette manière-là, tous les désavantages que j'ai mentionnés avant, ils disparaissent immédiatement. C'est-à-dire que les devs, eux, ils peuvent faire leur changement de schéma. Ils n'ont pas de problème opérationnel, ils ne sont pas contraints par la manière dont ça va être déployé.
Et puis, cerise sur le gâteau, je parle du blue-green deployment parce que c'est le plus simple à appréhender, mais de cette manière-là, vous pouvez faire des canary release, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc, j'ai parlé du change data capture juste avant. En fait, peut-être que vous connaissez le concept de event sourcing. Donc, pour définir ce que c'est change data capture, je vais définir event sourcing. Event sourcing, c'est l'approche qui consiste à modéliser dans votre base de données, non pas l'état, mais les changements qui ont conduit à un état. De fait, vous n'avez pas l'état de votre compte en banque, vous avez toutes les opérations qui ont mené à l'état actuel de votre compte en banque. L'event sourcing a été à la mode il y a quelques années, peut-être que dans certaines organisations très très utilisé. Le truc, c'est que si vous avez déjà un système qui existe, ça nécessite une reconception globale de votre application. Parce que les bases de données, aujourd'hui, votre modèle, il est fait pour stocker l'état. Ça a aussi d'autres problèmes. Quand vous voulez avoir l'état actuel, par exemple, je veux l'état de mon compte en banque, bah, vous devez rejouer toute la série d'événements qui ont eu lieu, donc tous les débits et les crédits, pour arriver à l'état actuel. Comme ça peut revenir très très loin, ce qu'on va prendre de temps en temps, on va snapshotter l'état, et puis c'est ça qu'on va stocker en plus. Et puis quand on veut l'état actuel, ben on va prendre le dernier snapshot, puis on va juste jouer les événements qui ont eu lieu depuis. Donc, il y a plein d'avantages à faire de l'event sourcing, il y a aussi plein de contraintes, et ça marche pas très bien avec les applications actuelles, puisqu'il faut une reconception globale. Le change data capture, c'est exactement l'inverse. L'event sourcing, vous stockez des événements pour atteindre un état. Avec le change data capture, vous continuez à stocker l'état, et de l'état, vous allez créer des événements. Ça a l'air simple, mais imaginons que ça existe. Je reviendrai sur le détail d'implémentation derrière. Imaginons que ça existe. Voilà comment ça peut faire. Donc, je suis dans mon état initial. J'ai mes 3 pods applicatifs et j'ai ma base de données bleue. OK ? Donc, je fais du blue-green deployment. Donc, la première chose que je fais, c'est que je vais configurer ma base de données verte avec le nouveau schéma potentiel de ma base de données. Donc, mes utilisateurs ne sont toujours pas impactés. Troisième chose, je vais mettre en place le change data capture. Donc, je vais avoir un pipeline qui va capter les événements de modification de la base de données bleue, qui va les transformer pour s'accorder au schéma vert. Et là, si je suis obligé de m'arrêter pour une quelconque raison, mes utilisateurs ne sont jamais impactés. OK ? Mais donc, à chaque fois que j'ai des modifications de ma base de données bleue, c'est transformé pour s'adapter au nouveau schéma et c'est inséré dans la nouvelle base de données. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon rolling upgrade Kubernetes. Donc, au départ, je vais avoir un seul pod qui va être impacté, et ce pod, maintenant, il va lire la base de données verte. Mais comme toutes les modifications ont déjà été apportées, bah, il a l'état qu'il attend. Donc, ça dépend ce que vous stockez. Imaginons que là, je veux stocker mon carte. Bah, il aura son carte qui continuera à fonctionner. Et les utilisateurs bleus, bah, tout continue comme avant. Au bout d'un moment, toutes les données vont être dans la base de données verte et tous les pods vont utiliser la base de données verte. Du coup, le job forward, enfin, je ne sais pas si je devrais l'appeler job, en tout cas, le change data capture, le pipeline que j'ai géré là, que j'ai modélisé là, qui s'appelle forward, il n'a plus rien à prendre de la base de données bleue pour la mettre dans le vert. Donc, il ne sert plus à rien. Donc, ben, on peut l'arrêter. Et puis, on peut conserver la base de données bleue tant qu'on veut pour faire de l'audit ou etc. ou juste pour assurer le stack, parce qu'il faut pas déconner quand même. Et voilà. La seule chose qui manque dans ce que j'ai fait, c'est un job qui s'appellerait backward pour faire le rollback. Et comme je suis un petit peu feignant et comme je pense que c'est assez simple à faire, je l'ai pas fait. C'est ça qui manque.
Alors maintenant, au niveau de l'implémentation, donc je travaille pour une société qui s'appelle Hazelcast, donc je prends l'implémentation Hazelcast, mais il n'y a rien qui vous empêche de le faire vous-même. Donc, je vais utiliser deux produits différents. Le premier, c'est Hazelcast AMDG pour faire de la réplication de session. Dans la démo, puisque j'ai une démo, je l'utiliserai via Spring Session. Et Hazelcast pour le Change Data Capture avec un produit qui s'appelle Debezium. Donc, juste pour mentionner ça, Hazelcast In-Memory Data Grid, donc c'est une In-Memory Data Grid, et si vous avez jamais utilisé de In-Memory Data Grid, imaginez que vous avez une structure de données, mais au lieu d'être limité à un seul runtime, par exemple une seule JVM, c'est une structure de données que vous pouvez répliquer ou sharder sur plusieurs nœuds dans le cluster. On peut aussi faire du computing. Jet, de son côté, c'est pour faire du in-memory data processing. Donc, stream processing, hein, vous pouvez lire depuis plusieurs sources et vous pouvez écrire depuis dans plusieurs targets. Au milieu, vous avez par définition la gestion de la distribution sur un cluster. Vous pouvez faire de l'enrichissement, vous pouvez faire des transformations, vous pouvez faire plein de choses, du filtrage, enfin tout ce que vous pouvez faire sur un seul nœud dans votre langage préféré, par exemple les streams Java, vous pouvez le faire de manière distribuée avec Hazelcast Jet. Donc ça me donne la chose suivante au niveau de mon diagramme de déploiement. Je peux lire depuis ma base de données bleue, donc je vais déployer un cluster Jet, je vais avoir un job qui va utiliser le jar, le runtime Jet, lui-même va utiliser le jar Debezium, et le jar Debezium va utiliser le connecteur qui est adapté à la base de données. Ce qui veut dire que potentiellement ici, j'utilise ça pour lire depuis un MySQL bleu jusqu'à un MySQL green, mais il n'y a rien qui m'empêche, si j'ai le bon connecteur, par exemple j'ai un connecteur Postgres, d'utiliser le même mécanisme pour faire de la migration de MySQL à Postgres de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Donc il y a plusieurs cas d'utilisation qui peuvent être être utilisés dans ce cadre-là. Donc j'ai beaucoup parlé et je souhaiterais vous faire une petite démo de ce que je peux faire. Donc voilà. Hop. Donc ici j'ai une application. Cette application, c'est une application Java. Je dirais même que c'est une application Spring Boot, mais l'intérêt, il est très faible. J'ai pas vraiment envie de vous expliquer Spring Boot dans ce cadre-là. C'est une application d'e-commerce et elle a été dockerisée via le Maven Git plugin que je retrouve plus. Voilà, le Git Maven plugin ici. Du coup, je suis capable de la déployer sur un cluster Kubernetes. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais déployer mon setup initial. Mon setup initial, il est disponible ici. Donc, mon setup initial, j'ai ma base de données MySQL Blue. Donc, je vais la déployer. Donc, j'ai mes créations de schémas, j'ai mes insertions de données. Donc, je le fais. kapply-f, infrastructure, cube blue. kget pods w pour faire un watch. Donc là, il est en train de faire la création. Ça a l'air de marcher. Je vais juste vérifier que ça marche effectivement bien. Blue F. Voilà. Temporary server path started, skipping it. Et au bout d'un certain temps, il va me dire que c'est bon. Voilà. Donc là, il est prêt. Donc là, j'ai déployé ma base de données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon application. Donc, mon application, elle est ici. Donc, c'est ce que je vous disais. J'ai mon AZ Shop que j'ai créé juste avant via le Git Maven plugin. Donc, c'est ce que je vais déployer. J'ai configuré les liveness pros, les readiness probes, les startup probes. J'ai configuré l'environnement. Donc, maintenant, je vais déployer l'application qui est apply-f infrastructure cube application.yaml. Donc là, ça prend un peu plus de temps puisque c'est une JVM, hein, donc ça va prendre. Voilà, on va attendre.
Je vais faire un petit signe magique pour accélérer le temps. L'application a démarré. Donc je peux aller vérifier ce que ça donne. Alors, localhost, je crois que le port, c'est 30002. Ça a l'air bien. Voilà. Et ça, c'est l'application qui est déployée. Donc, je vais faire semblant d'utiliser une session. Donc, pour créer une session utilisateur, je peux choisir un utilisateur. Je n'ai pas de login dédié parce que c'est juste une démo. Donc, pour me loguer, j'ai juste un choix dans cette sélection. J'ai mon carte qui est disponible ici. Ici, j'ai le dernier pod qui a été sélectionné et j'ai sa version. Donc, imaginons que je me log en utilisateur Joe. J'accède à mon site d'e-commerce. Je peux rajouter une tasse. Et puis, par exemple, je peux aller sur Jack. Et puis, Jack, il va avoir 2 t-shirts. Et puis, William, il va avoir 3 hoodies. Et puis, Avril, il va avoir 4 stickers. Donc ça, c'est mon état initial. Et Jack, William et Averell, bah, ils vont oublier ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, leur carte va pas être touchée. Et ce que je vais faire mon zero downtime avec Joe qui va constamment mettre des articles dans son panier. Donc, première chose que je dois faire, je vais déployer ma base de données verte. Donc, k-apply-f, infrastructure, kube, green. Ok, get pods w, toujours, on va vérifier que c'est bon. Voilà, ça a l'air d'être bien. K-logs green-f. Donc là, je suis en train de faire mon déploiement. J'impacte pas mes utilisateurs. C'est mes ops qui font leur boulot, voilà. C'est prêt. Et là, je vais déployer le pipeline. Alors là, je pense que le pipeline, il est intéressant. Donc, c'est toujours du Java, mais le fait que ça soit du Java ne doit pas impacter vos applications en tant que telles. C'est-à-dire que vos applications, elles peuvent être dans n'importe quel langage, vu qu'on va directement s'intéresser aux bases de données. Le stream se fait de la base de données à la base de données. Du coup, l'application, on s'en fiche complètement comment elle est développée. Donc j'utilise aussi Jib pour en faire un container, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir le forward. Donc vous voyez que c'est une application Java classique, donc il y a une classe main. Ce que j'ai pas fait ici, hein, normalement ce que vous devriez faire si vous commencez à utiliser Jet de manière sérieuse, c'est qu'on va créer un cluster dédié et puis on va envoyer des jobs. Ici, ce que je vais faire, je vais utiliser le mécanisme de déploiement qui s'appelle embedded. Du coup, le job encapsule lui-même le moteur Jet, ce qui est, dans le cadre d'une démo, largement suffisant. Dans le cadre d'un déploiement réel, pas forcément une bonne idée. Et puis, donc, je vais créer un nouveau job avec le pipeline. Et le pipeline, vous pouvez lire, c'est assez, à mon avis, lisible. Je vais lire depuis l'environnement bleu, je vais écrire dans l'environnement vert, je vais utiliser les timestamps qui sont les timestamps que j'ai créés au moment de l'ingestion du traitement des données. Et puis, ce que j'ai, donc là, je suis content d'avoir un IDE parce que je vous l'ai dit, je pense que je suis encore un développeur, c'est qu'en fait, ce qui va arriver dans le pipeline, c'est les change records. Je vais changer le change record en record part en utilisant value. Puis, à partir du record part, je vais créer une map en utilisant un truc qui m'est fourni qui s'appelle map. Donc, tout ça, c'est fourni par l'API Jet. Et puis, je vais transformer ça en un truc qui s'appelle toCallParameters. Alors, ça, c'est moi qui l'ai créé. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, vous voyez, vous allez voir, c'est assez compliqué. Depuis une map qui m'est donnée, en fait, je vais récupérer 3 informations de la map et je vais créer un objet qui a le Customer ID, le Product ID et la Quantity. D'accord? C'est juste, je vais extraire des paramètres de la map pour créer un objet typé. Parce que, voilà, moi j'aime bien les trucs typés, je fais du Java. Et puis après, je vais écrire dans l'environnement vert. Et écrire dans l'environnement vert, c'est quoi? Ben, en fait, c'est juste appeler cette méthode-là. Ça, c'est du paramétrage. D'accord? Je récupère des paramètres en fonction de l'environnement. D'ailleurs, on peut voir que au niveau du blue, quand on faisait un read from blue, bah, c'est la même chose. C'est que du paramétrage. D'accord?
là, j'ai rien écrit. Ça, c'est une primitive qui est fournie par, comment ça s'appelle? Par Jet et Division, par l'intégration de Jet et de Division. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un insert cart line. Et comment est-ce qu'on fait un insert cart line? En fait, c'est juste l'appel d'une procédure stockée. Donc, si vous avez fait du Java il y a très très longtemps, ça devrait pas vous choquer. Je fais un call de insert cart line de get customer ID, get product ID et get quantity. Donc, le fait que j'utilise un call parameter typé, en fait, c'est juste que j'aime bien typer les choses pour que ce soit plus clair pour éviter les problèmes, mais j'aurais pu directement le faire ici depuis la map. Donc ça, c'est fait. Donc, j'ai là actuellement kGetPods, j'ai ma blue database, j'ai ma green database, et donc ce que je vais faire maintenant, je vais déployer mon job pour faire forward, apply F, infrastructure, cube, forward. kGetPods W, donc c'est aussi une JVM, donc ça prend toujours un petit peu de temps, mais c'est assez rapide là. Et donc là, klogs forward-f. Et vous voyez que déjà, en fait, il a déjà pris l'état de la base blue et il l'a répliqué dans la base green. Donc il a déjà appelé, comme j'ai 4 cartes, vu que j'ai 4 utilisateurs, il a déjà répliqué l'état. Et ce qui est intéressant, c'est que si on revient dessus, donc je vais acheter des tasses, je vais en mettre plusieurs. Alors, on peut voir que à chaque fois que je fais une action, il va répliquer aussi. Donc il est capable de prendre de l'état des événements qui se sont passés avant son démarrage, et maintenant que c'est démarré, à chaque fois que je fais une interaction avec le shop, ben, il est capable de les répliquer en temps quasi réel. Du coup, maintenant je suis prêt. Ce que j'ai juste à faire, c'est à changer mon schéma de base de données, donc à déployer l'application en version 2.0, donc je l'ai déjà préparé. Kapply-f infrastructure cube application 2.0. Et là, je vais faire un kgetPods w juste pour être sûr de ce qui se passe. Et pendant ce temps, je vais continuer à rajouter des éléments dans mon carte. Donc, il faut bien que je clique, voilà. Donc, mes skills front-end ne sont pas très évolués. Du coup, parfois, je gère mal les exceptions. Mais voilà, là, ça continue à marcher. J'ai juste vérifié maintenant où on en est. Donc, il est en train d'en créer un. Alors ça, c'est le moment le plus pénible du talk, c'est qu'il faut qu'il soit sur le bon pod, et malheureusement, ça, je sais pas le gérer. Du coup, je suis obligé de vérifier de temps en temps que il a tué le pod ou pas. Et à un moment, magiquement, je vais pas voir apparaître ici 2.0, parce qu'en fait, ça, c'est un appel REST asynchrone. Du coup, c'est pas rechargé au moment du chargement de la page, mais à un moment, je vais faire un refresh de la page, puis je vais me rendre compte que finalement, j'ai rien vu, mais je suis sur un pod de nouvelle génération. Donc là, c'est toujours pas bon. Oui, ça arrive souvent que dans la démo, bêtement, ça soit juste le dernier pod, le pod sur lequel je suis, ça soit le dernier qui soit tué. Mais ça, c'est normal. Bon, ce serait bien que ça commence là. Alors peut-être que j'ai même pas fait attention, mais peut-être qu'il s'est déjà fait tuer. Alors je vais faire un refresh, attention. Eh oui, donc en fait, voilà. Je suis passé sur un nouveau pod et je m'en suis même pas rendu compte. Donc voilà, c'était la démo. À ce moment-là, tous mes clients ont été migrés. Si on regarde Jack, on peut voir qu'il a conservé ses 2 t-shirts. Ça, je vous l'aviez vu dans les logs, mais vous le voyez vraiment maintenant réellement. William, il a ses 3 hoodies. Avril, il a ses 4 stickers. Donc eux, ils n'ont pas interagi avec le cart. Donc c'était du data at rest, ça bougeait pas. Mais pourtant, ils ont bien été migrés. Et Joe, qui lui était en train de gérer son cart, ça a aussi été migré et il s'en est même pas rendu compte. Voilà, c'est le moment de conclure cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit avant,
Dans mon approche initiale, je disais aux gens, hey, vérifiez vraiment que le zero downtime vous apporte plus de bénéfices, parce que c'est très cher. Ça nécessite beaucoup d'organisation et ça risque d'être très pénible. Avec cette approche, je pense que l'utilisation de zero downtime est à la portée de n'importe quelle organisation classique. Du côté des données qui sont en session, vous pouvez gérer la réplication de session. Donc je vous ai pas montré comment ça fonctionnait, mais typiquement c'est que de la configuration de Spring Session avec Hazelcast. Et encore une fois, la réplication de session, je pense que c'est un problème qui est résolu depuis longtemps. Pour les données qui sont en base de données, j'espère vous avoir convaincu que le stream processing plus Debezium plus Change Data Capture peut tout à fait répondre à votre besoin. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez lire mon blog, vous pouvez me suivre sur Twitter. Si vous voulez refaire la démo chez vous, parce que peut-être que vous pensez que j'ai été trop vite ou que j'ai pas dit quelque chose, bah, tout est sur GitHub, tout est accessible. Et si je vous ai intéressé à Hazelcast, n'hésitez pas à rejoindre notre Slack et on propose des trainings gratuitement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.